Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série X-Men. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonjour et bienvenue sur une plage à quelque part dans Cuba. Aujourd'hui, nous parlons de X-Men, la première classe, par Matthew Vaughn de 2000-2011 avec James McAvoy, Michael Fassbender, Rose Byrne, January Jones, Jennifer Lawrence, Oliver Platt et Kevin Bacon. Je suis Mathieu et moi je suis comme le monstre Frankenstein et je cherche mon créateur. Alors, tout d'abord, avant de commencer, parler un petit peu de ce qui s'est passé là, ce qui a amené à ce film-là. On a eu notre trilogie X-Men, on a eu le spin-off là, avec Wolverine. Dans le fond, c'est ça, il fallait retourner à la série X-Men, puis c'est ça. On va remarquer que Bryan Singer a écrit une partie là, du scénario pour ce film-là. Puis un bout, il devait peut-être retourner là, à réaliser, là, finalement, il s'est lancé sur un autre projet. On a Matthew Vaughn qui a embarqué là, comme réalisateur là, suite au film Kick-Ass qu'il avait fait. Matthew Vaughn il avait déjà été en liste là, pour faire le dernier X-Men, là, l'engagement ultime. Là, puis finalement, il s'était désisté. Là, mais finalement, je veux dire, dans le fond, là, l'opportunité s'est représentée, là, tout ça. Puis la production là, de X-Men. Là, quand même, c'est ça, comme je te parlais de Kick-Ass, là, ça les mettait enthousiastes là, quand même là, pour pouvoir prendre la franchise et continuer avec. Là. Quand, dans le fond, on regarde là, ce film-là, là, c'est sûr, on est essentiellement un soft reboot. On peut regarder ça dans le fond de la manière que dans le temps que c'était fait, là, c'était supposé de mener à X-Men 1 aussi, là, comme que le film de Wolverine. Mais c'est ça dans le fond, là, peut-être des petites choses qui vont changer un petit peu au travers, là, ça je sais bien, mais essentiellement là, on peut arriver là, puis tomber dans X-Men 1 là, à partir là, de suite après ce film-là. C'est un peu le but de l'histoire. Là. Le film est pas mal un peu dans la perspective là, de. Je dirais à partir de Raven là, qui devient mystique. Là. C'est sûr que. Je veux dire, oui, on voit beaucoup le professeur X, là, Xavier, puis Magneto, là, Eric Lancher. Mais le point de vue là, est pas mal de Raven qui voit les deux. Dans le fond, elle est comme coincée entre les deux là, tout le long du film. Puis qu'elle, là, elle va faire son choix à la fin. Là. Pendant le film, là, ils vont nous parler là, dans le fond là, que Eric, c'est dans le fond, c'est le monstre de Frankenstein, puis il cherche son créateur. Je pense qu'il dit verbalement lui-même, puis dans le fond, c'est vraiment ça. Il n'y a pas une meilleure manière là, de parler là, d'Eric là-dedans. On n'a pas Magneto, mais... Je veux dire, le personnage là, de Kevin, interprété par Kevin Bacon, là, Sebastian Shaw, ben dans le fond, lui, il est essentiellement Magneto. Là, il est genre pareil. Là. Il y a pas de. Il a le casque de Magneto, puis il agit pareil, il a les mêmes pensées. Mais sauf que, je veux dire, dans le fond, là, Eric là, va prendre sa place là, carrément à la fin du film. On va avoir vraiment toute une belle construction là, du personnage là, pour se rendre là. Le personnage reste fidèle à lui-même là, tout le long du film. Il n'y a pas nécessairement d'évolution. C'est peut-être plus le côté là, de Xavier là, que lui. Ben, il y a tout le temps comme un autre côté. Tu sais, je veux dire qu'il essaye là, de tout le temps aller de chercher le monde, voir le bien en les autres mutants, tout ça. C'est sûr qu'à la fin, là, ben, dans le fond, là, il se résigne là, à dire là, bon, ben, regarde, là, Eric. Je veux dire, nos chemins se séparent. Je veux dire, ça termine là, leur amitié. Fait que c'est ça. Fait que leur personnage reste quand même fidèle à eux-mêmes quand même. Là, c'est ça. Fait qu'il y a juste un peu Xavier qui change là-dedans. Tandis que Raven, elle,
au début du film, là, elle est sur le côté à Xavier, puis on voit tranquillement là, tout son cheminement là, s'en aller tranquillement là, vers le côté Eric. Autant qu'elle se sent à l'aise avec les deux, autant que comme que Xavier il va s'occuper des autres X-Men puis le pouvoir, tout ça. Puis elle, ben dans le fond, il s'en occupera pas, comme genre, il va dire aux autres, les autres X-Men, il va, pour qu'ils développent leurs habiletés, tout ça. C'est sûr qu'elle, elle a développé déjà ses habiletés, en guillemets. Ben, elle est capable de se transformer sans problème. Sauf que elle n'est pas capable de. Ben, elle veut rester tout le temps en forme, en guillemets, humaine. Puis c'est ça, c'est comme Eric il dit de faire le contraire. C'est ça, de se mettre tout le temps en humaine. Mais tandis qu'il va arriver avec les X-Men, puis il va dire, bon, ben, je veux dire, il va dire à Hank qu'il va devenir Beast. Je veux dire, il utilise tes pieds, là, mutants, tout ça, puis tu vas pouvoir utiliser toutes tes capacités, tout ça. Fait que c'est comme un petit peu bizarre. C'est sûr qu'elle a comme une genre de relation paternelle, là, si on veut, là, avec. Paternelle, père-fille, là, avec X, Xavier, pour là-dessus. Puis, dans le fond, lui, il vient tout le temps comme la protéger un peu trop, dans le fond, puis que finalement, ben, il veut comme un peu le bien pour elle, peut-être. Mais finalement, ben, elle, là, elle vient comme étouffer là-dedans, puis elle se sent mieux, là, avec Eric, là. Ce qu'on peut un peu plus comprendre, le personnage dans la première trilogie, sauf que j'ai la misère à faire un lien, que dans le fond, c'est le même personnage qui vaut dans X-Men 1, là, 1, 2, 3, dans le fond. C'est vraiment. C'est sûr que, en théorie, là, le X-Men. Ce film-là, là, ça passe quelque chose comme à peu près 40 ans avant le premier X-Men. Ils ont eu le temps un peu de changer leur comportement, tout ça, là, c'est quand même passé. Là, il y a beaucoup de temps que c'est passé au travers. Mais, en tout cas, le lien est quand même dur à croire là, que c'est vraiment le même personnage. On joue aussi là, avec l'acceptation de soi, là, qui était pas mal dans la première trilogie. On en rejoue encore avec ces thèmes-là. On se sent plus à la maison, si on veut. Mais pourtant, l'ambiance du film est tellement différente de la première trilogie. On dirait qu'on a un film qui est plus. Je veux pas dire plus terre à terre, parce que quand même, le film était quand même terre à terre là, pour le premier film. Là, puis, les deux premiers, peut-être. On va rejoindre un peu cette atmosphère-là, mais on aura. En tout cas, pour les deux premiers actes, là, même jusqu'à la fin, on se sentira jamais dans un film de super-héros, vraiment. Oui, on va voir la création des X-Men, tout ça, mais on n'aura jamais trop de sentiments, là, comme qu'on a eu là, dans tous les autres films. Là, ouais. C'est vraiment étrange la manière qu'ils ont réussi là, à amener ça là, de toute cette manière-là, qui est quand même différente, puis qui donne un souffle nouveau là, dans la franchise. Il faut remarquer qu'on a un nouveau compositeur encore dans la série, là, Henry Jackman. Aucun lien de parenté, là, dans le fond, avec un certain Jackman qui manque à l'appel là, pour ce film-là. Mais c'est ça, je crois bien que c'est la trame sonore la plus solide là, dans toute l'histoire de X-Men là, à ce jour. Puis, je veux dire, le montage, les effets spéciaux, on a sensiblement le même budget que l'autre film avait, mais je veux dire, on dirait que tout est tellement mieux placé. Les effets spéciaux, là, tout paraît très bien. En tout cas, tout ce qui est en fait production, tout ça, c'est merveilleux. Fait que le film commence en 1944, à la même place que dans le fond que X-Men 1. C'est, dans le fond, on s'est supposé de se situer là, entre vraiment dans le film d'X-Men 1. Parce qu'on a le même plan de départ. Ils ont repris là, la même scène. Je ne sais pas s'ils l'ont refilmé, mais je suis pas mal sûr que c'est le
le même début. Là, c'est la même première minute. Là, ils l'ont juste refait. Ils ont refait la musique dessus, probablement. Mais ils ont peut-être pris des plans alternatifs. Là, mais pas mal sûr que c'est la même affaire. Puis ils ont juste pris un autre petit gars qui ressemblait là, au gars du début pour faire d'autres scènes un peu plus tard. C'est là où, dans le fond, on voit vraiment le côté que Eric, là, dans le fond, là, de toute son enfance, là, on voit pas toute son enfance, mais on voit d'où ce que lui il part. Là. Je veux dire, tu sais, où ce qu'il perd ses parents, sa mère, elle se fait tuer devant lui, puis tout le monde qui a été créé, comment que c'est noir dans sa vie, tout ça. Tandis qu'on a le côté à Xavier, là, que dans le fond, il rencontre Raven aussi, puis chez lui, tout ça, puis tout est quand même plus rose de son côté. Il fait des études. Il est plus dans le côté un peu, en guillemets, civilisé. C'est pas pour qu'on puisse voir là, la différence là, entre les deux. Là, vraiment, ils sont dans deux univers différents. Puis ça va être jusqu'à l'éternité, dans le fond. On a l'introduction là, de Moira. Est-ce que tu saches que ça va être pas mal la seule amante à Xavier? Puis que dans le fond, avec toute elle, dans le fond, ça va amener là, à ce que les X-Men là, vont être un peu alliés là, avec le gouvernement. Peut-être, en tout cas, ça va un peu continuer là. Un petit peu contrer là, ce qui se passe un peu là, dans X1, X2, là, en bout de ligne. Là. C'est sûr que on va avoir le personnage là, aussi là, de Hank, que lui, il va continuer il va embarquer dans le gouvernement quelque part. Là, tu sais, en tout cas, pas sûr que ça fit exactement là, pour tout ça exactement. Là. C'est pour ça qu'on a un soft reboot. Là. C'est un reboot, mais il y a des affaires qui... Pas sûr qui fit là, exactement là, avec le premier film. Puis c'est ça... on est introduit là, à certaines personnes là, qui vont faire un peu là, pour le deuxième acte, là, où ce qu'on va devenir plus dans la genèse des X-Men. Là. Mais tu sais, on voit un peu là, la construction là, de où est-ce que ça va s'en aller. Là. On a toutes des scènes avec Magneto. Là, toutes les scènes sont intenses. Là. Qu'il soit un petit gars quand sa mère elle se fait tuer devant lui là, par Char, dans le fond, que toutes ces choses-là. Là. C'est à savoir même avec sa scène-là, pourquoi que dans le fond, Magneto, il tue les deux gardes, mais il tue pas Kevin Bacon qui est en face de lui. Tu sais, je veux dire, il me semble qu'il aurait tué tout le monde dans la salle, mais finalement, il tue pas lui. En tout cas, ça se tient pas. Là. C'est sûr qu'on apprend plus tard que s'il aurait essayé, ben l'autre, il aurait probablement été capable de l'arrêter. Mais pourquoi qu'il ne s'essaye pas? C'est juste dans le fond pour avoir la révélation un petit peu plus tard que dans le fond, là, Char, c'est un mutant lui aussi, qui est très très puissant. Là. Fait que... c'est ça, fait que toutes ces scènes, il y a une scène dans un bar, tout ça, là, je veux dire, c'est montré là, que vraiment, là, il est sur une quête de vengeance Magneto à fond, puis ça va être ça jusqu'à la fin du film. Puis c'est ça, Xavier, c'est vraiment l'autre sens, là, tu sais, il essaie de comprendre tout, il embarque là, dans ses études là, pour voir comment que l'évolution... Comment que ça marche, tout ça. Puis, tu sais, vraiment, on a vraiment deux mondes opposés. Fait éventuellement, ben, c'est ça. Moira, comme je dis, là, on a eu son introduction. Puis elle, en tout cas, finalement, elle a réussi à croiser là, Xavier. Puis, je veux dire, l'amener à la même place là, que Char. Puis, il y a aussi, c'est ça, il y a Magneto qui est là, tout ça. Fait que, tu sais, on se ramasse avec. Dans le fond, les deux, ils veulent Char pour deux différentes raisons. Un, c'est plus pour le gouvernement. Puis l'autre, c'est pour sa vengeance, tout ça. Fait que. Puis c'est là où, dans le fond, là, les deux se rencontrent, qui amènent au deuxième acte. Puis à partir de là, c'est ça. On a vraiment là, les débuts des X-Men. On voit là, le quartier général des X-Men qui est là-dedans, tout dans cet acte-là. On voit aussi Cerebro, tout ça. On a notre caméo là, de Wolverine. On a en tout cas, tous les X-Men aussi là, qui commencent à prendre leurs habiletés, là, tout ça. On a tous des montages là-dedans. Là. Beaucoup, le deuxième acte, là, c'est pas mal ça. On crée les X-Men
avec, dans le fond, là, Xavier, puis Magneto, là, que, je veux dire, dans le fond, qui sont ensemble. Mais ils mettent tout le temps ça assez clair que les deux sont pas sur la même page. Ils veulent la même chose, même si ils vont dire à la fin que c'est un peu pas ça, mais ils veulent que les mutants, là, je veux dire, ils s'acceptent eux-mêmes. Ça va être juste bizarre quand même. On dirait que Eric va tout le temps arriver en arrière de Xavier avec Raven, puis il va tout le temps être en train de dire tu devrais t'accepter, tout ça. On voit jamais, à part au début là, qu'on voyait juste Xavier qui disait carrément l'inverse, cache-toi en humaine, habille-toi. Puis l'autre Eric, là, il fait carrément l'inverse. C'est comme j'ai dit un peu tantôt, là, c'est vraiment étrange que il applique pas là, sa mentalité à elle. Là. Fait que, ben pour elle, ça n'a comme pas de sens. Là. Dans le fond, c'est pour ça qu'elle va, elle va changer de côté à la fin. Là. C'est là qu'aussi on va avoir l'introduction là, dans le fond du casque de Magneto. Le casque de Magneto, le casque de Shaw qui va devenir le casque de Magneto. C'est ça, dans le fond, il y a un bout où Shaw il va venir attaquer là, le quartier général des X-Men pour, dans le fond, ramasser les X-Men. Je veux dire, c'est là qu'on se rend compte vraiment que Shaw, c'est Magneto. Dans le fond, pas en personne, là, mais je veux dire, il y a les mêmes valeurs. Puis il veut faire la même affaire. Pour ça que c'est plus facile pour Magneto, une fois rendu à la fin, qui va juste prendre la place de l'autre, parce que les personnes qui suivaient là, Shaw sont prêts à suivre Magneto. Ils ont le même but. Fait que tout ça. Et on dirait que c'est tout bien ficelé là, pour le restant. Là. Quand on arrive au dernier acte, je veux dire, on se ramasse où la crise des missiles de Cuba là, en octobre 62. Tout ce qui devait arriver pour se rendre à X-Men 1, on dirait que ça fait comme... Ça se tient rendu là, tu sais. Fait que, tu sais, là, les X-Men, ils ont leur confiance en soi, puis tout ça, puis ils se perfectionnent pour la scène finale. Là, en tout cas, dans le fond, le dernier acte est quand même assez là, straightforward là, comparé au restant du film. Je veux dire, oui, on a un petit peu un film un peu plus de super-héros là-dessus. Là, c'est un peu plus vide, mais ça a tellement été plus riche là, dans les deux premiers actes que ça se fait naturellement. Tout se fait. On comprend tout pourquoi, puis ils n'ont pas besoin d'en mettre plus. Fait que c'est ça. Il y a la scène là, où il y a comme un bon symbole là, dans le fond où finalement là, Eric là, il réussit là, à prendre sa vengeance là, sur Shaw, puis qu'il y a la scène qui passe au travers de la tête à Shaw, puis que dans le fond il y a un plan qui monte qui fait la même affaire là, la caméra fait la même affaire sur le côté là, de Xavier. C'est comme si la scène elle passe au travers de Shaw, puis elle passe au travers de Xavier quasiment là. Dans le fond c'est pour montrer que dans le fond que en tuant Shaw, dans le fond il tue son alliance aussi avec Xavier là. Fait que c'est quand même bien là. Je veux dire, on a des bons choix. Il y a une idée qui est toute concrète là, sur le film, puis tout ça que je veux dire après ça, là, on peut s'en aller dans X1 sans problème. Après ça, c'est sûr, il y a la fois là, que Xavier il se fait blesser là, sur la plage de suite à ça. Je sais pas si c'est forcé. Ça se fait naturellement d'un côté, ça a du sens. Mais c'est comme, on dirait quasiment ça sort de nulle part. Ça aurait pu quasiment... Il pourrait avoir un première classe 2 ou quelque chose de même. On sent que peut-être c'est juste ce petit bout-là, ce petit dernier 5 minutes-là, il était un petit peu bloqué parce qu'il faut les faire, mais c'était pas nécessaire. On aurait pu comme... C'est des choses qui peuvent se passer au courant des 40 prochaines années. Là. Fait que le film finit pas mal là. Je veux dire, dans le fond, il n'y a pas grand-chose à dire. Tout était pas mal assez ficelé là, au travers, puis que toutes les histoires, dans le fond, ils ont pas mal été réalisées là, correctement pour se rendre là, à X1.
Fait que, dans le fond, en conclusion, bien sûr, là, c'est un verre, puis c'est probablement le meilleur verre qu'il y a depuis le premier film. L'Alliance, Magneto, là, puis de Xavier, là, je veux dire, est là tout le long du film, mais tu sais, on a vraiment comme le même personnage. Puis en plus, les acteurs, là, on a vraiment deux bons acteurs là, qui sont capables d'aller chercher là, vraiment là, ce que Patrick Stewart et Ian McKellen étaient capables d'aller chercher. Là, ben, tu sais, Stewart et McKellen, ils ont un autre. Ils semblent vraiment des amis, tout ça. Eux autres, ils ont une autre manière de regarder ça que. Ils ont pas l'air. Ben, c'est des amis, mais à chaque fois qu'on les voit, ils sont quand même quelque chose qui est sa part. Mais sauf qu'on voit vraiment le bon côté, la manière là, qu'ils sont capables là, de devenir des amis forts. Puis que je veux dire, dans le fond, à la fin, que ça marche plus, tu sais, je veux dire, ça déchire beaucoup les deux. Puis on le ressent, ça. C'est vraiment super ce qu'ils ont fait. Là, ils ont choisi deux bons acteurs, là, James McAvoy et Michael Fassbender. Comme j'ai dit plus tôt, dans le fond, là, quand ça se passe, ils ont tellement tout bien ficelé les trois actes ensemble pour que si, mettons, quelque chose devait arriver dans le troisième acte ou il arrivait dans le deuxième, c'était pas comme tomber nulle part du ciel, tout ça. Tu sais, je veux dire, comme tout arrive, là, puis ils ont comme, on dirait, pensé à chaque détail là-dessus, là, pour un prequel, il n'y a rien à reprocher, là, c'est merveilleux. Je dirais que pour un film d'X-Men qu'on est habitué de voir Jackman, Wolverine dans tous les films, il n'y a pas une seconde, à part le genre de 30 secondes qu'on le voit là, dans la scène de bord. Il n'y a pas de fois qu'on le manque. Je veux dire, même, il ne fit pas là. On n'avait pas besoin. Fait que la prochaine fois, dans le fond, on va voir Jackman revenir en force. Ça va être son deuxième film solo. Malgré les critiques, il faut croire que ils ont trouvé ça intelligent de faire quand même une suite à Wolverine. Hein. C'est quand même savoir pourquoi, mais en tout cas, on va en parler la semaine prochaine. Si ce film-là, ben dans le fond, il y a eu... c'est le meilleur score sur IMDb qu'il y a. Puis les critiques ont toujours été très bonnes là, sur X-Men première classe, tout ça. Fait qu'il y a aussi qui va ramener aussi là, cette équipe-là là, pour la suite. Dans le fond, après ça, on va se ramasser aussi avec le mariage là, des deux. Ce qui est quand même assez bizarre là, comme manière de procéder, là, mais c'est ce qui fait que cette série-là est unique. Fait que, n'oubliez pas, dans le fond, là, de vous souscrire là, avec le lien RSS pour pouvoir avoir le prochain podcast directement là, dans votre application, là, aussitôt qui est mis sur le net. Vous pouvez aussi, dans le fond, avoir accès là, aux anciens podcasts, tous les premiers films là, de X-Men, les 3 premiers films de Terminator, toute la série Halloween, la série Transformers jusqu'à Bumblebee, que vous pouvez télécharger là, gratuitement là, dans l'historique. Là. Fait que c'est tout pour cette semaine. Alors, jusqu'au prochain épisode, n'oubliez pas qu'à chaque centaine de milliers d'années, nous évoluons. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.